Bonjour à toutes et à tous. Il est 16 heures et ce webinaire va commencer à l'heure. Je suis Julien Delpech, je suis le cofondateur de Indivox et je suis avec l'autre cofondateur, Patchy Hospital, qui est derrière les manettes et qui va gérer vos questions et également à la fin la question de la session plutôt de questions et réponses. Donc, de nouveau, bienvenue à tous. On est là pour 1 heure. On va essayer de tenir dans l'heure. Je m'y engage. Je vais commencer peut-être, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de Zoom, juste quelques informations. Donc, vos micros sont coupés parce que vous êtes très nombreux en ligne. Donc, l'objectif, c'est d'éviter les bruits parasites. Et puis, deuxièmement, vous pouvez accéder au chat. Vous pouvez converser. Il y a une petite icône qui est disponible. Elle ressemble à un rectangle vert avec une petite flèche. En appuyant dessus, en cliquant dessus, vous pouvez directement mettre des commentaires, poser des questions que Patchy va récupérer, qui ensuite, Patchy me posera les questions à la fin du webinaire dans les derniers quarts d'heure. Donc, mon topo va tenir environ 40 minutes. On est là pour parler de la communication avec les professionnels de santé grâce à une approche digitale en ère post-covidienne. Je vais commencer tout de suite par peut-être vous donner quelques mots sur moi-même. Alors, premièrement, les conflits d'intérêts, puisque c'est ce qu'on fait communément. Donc, comme vous l'avez compris, je suis cofondateur de la startup Indivox, en conflit d'intérêts total dans ce cadre-là. Et la plateforme Indivox, pour ceux qui ne nous connaissent pas, depuis 4 ans, on est spécialisé dans une seule et même chose, c'est la formation médicale continue des professionnels de santé, que ce soit de manière présentielle, mais aussi de manière distancielle. Alors moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la pharma, une dizaine d'années pendant la pharma, plus 10 ans dans le dispositif médical. J'ai eu la chance de commencer au sein des laboratoires Beaufour-Ipsen. J'ai travaillé pendant longtemps en Russie. Dans mes faits de gloire, on va dire, j'ai le lancement du Smecta à travers toute la Russie. Puis ensuite, je suis parti m'installer en Amérique latine pour lancer les activités commerciales d'Ipsen en Amérique latine. J'ai rejoint le laboratoire Allergan par la suite, en Europe et en Angleterre. Et puis ensuite, j'ai travaillé aux États-Unis dans différentes sociétés spécialisées dans le dispositif médical avant de créer en 2016 la startup Invivox. Donc, la startup Invivox, on est une trentaine, on est tous basés à côté de Bordeaux, à Pessac. On est financé par 2 fonds d'investissement principaux, le fonds Isaïe Gestion et le fonds Patient Autonome de BPI France. Donc voilà, on va se lancer dans ce webinaire. Alors, j'ai un petit peu de concurrence sur ce webinaire puisque notre Premier ministre a eu la bonne idée de lancer en même moment que moi. Il m'a piqué le créneau à 16 heures une intervention. C'est un petit peu cavalier de sa part, mais heureusement, vous aurez, j'imagine, le retour de ce qu'il va dire dans les médias. Au niveau de l'agenda, on va commencer par discuter d'une nouvelle ère, ce que j'ai appelé l'ère post-covidienne, comme il y a eu une ère pré-colombienne et post-colombienne. Aujourd'hui, on a une ère post-covidienne qui est en plein démarrage. On va en discuter. On va également, et c'est le thème principal, discuter de la manière de garder le contact avec les praticiens dans cette ère post-covidienne. Pour ce faire, je vais utiliser 3 cas pratiques que je vais détailler. Et en dernier lieu, je vais tenter de résumer une stratégie possible parce que je ne détiens pas la vérité, on ne détient pas forcément la vérité, une des vérités possibles en un seul concept. Et comme je vous le disais, on réserve 15-20 minutes de questions à la fin. Alors, pour entrer dans le cœur du sujet, je pense que on en est tous absolument conscients qu'à l'époque pré-covidienne, c'est-à-dire il y a 2 mois de cela, dans le monde de la santé, on avait énormément d'activités qui se déroulaient en présentiel, le in situ, et une petite partie grandissante, doucement, qui se déroulait online. Le Covid a bouleversé complètement tout cela et tous les professionnels de santé ont été amenés à utiliser, à découvrir tous les outils aujourd'hui du numérique. Et donc aujourd'hui, on rentre dans cette ère post-covidienne où le présentiel va continuer forcément d'exister, bien entendu, mais où le online est en train de prendre une place grandissante.
je partage avec vous une étude de McKinsey qui vient de sortir, qui est sortie il y a 2 semaines de ça. C'est une étude qui est allée poser des questions aux professionnels de santé, alors aux professionnels de santé américains, pour leur demander quelle est l'évolution dans l'usage du numérique. Donc, la première évolution, c'est que au niveau des professionnels, au niveau de la consultation et de la téléconsultation, il y a plus de 50% des médecins qui ont découvert la téléconsultation grâce, entre guillemets, ou à cause de cette crise du Covid, et qui vont continuer, c'est ça qui est intéressant, qui vont continuer à utiliser la téléconsultation dans le futur. Ce n'est pas un épiphénomène. Également, le remote learning, donc l'apprentissage à distance pour les infirmières et pour les paramédicaux. Tout ça va continuer, beaucoup de gens l'ont découvert et vont continuer de l'utiliser. Même chose pour les services de vidéoconférence, on le voit tous, on passe, je pense, une grosse partie de notre journée en vidéoconférence, on développe tous une sorte de vidéoconférencite aiguë. Cette notion de vidéoconférence va continuer, va perdurer. Et dernière chose, l'apprentissage à distance pour les médecins. On a plus de 40% des médecins qui disent qu'ils ont découvert cet apprentissage, qu'ils le trouvent efficace et ils vont continuer de l'utiliser et éventuellement même de le plébisciter dans le futur. Peut-être pour sortir un tout petit peu du monde de la santé, ce que font les autres, vous avez peut-être suivi, mais bon, Facebook, de son côté, lui, suite au Covid, a décidé d'interdire les réunions internes de plus de 50 personnes jusqu'à l'été 2021. L'été 2021. Chanel, de son côté, vous connaissez pas Chanel, le groupe français à l'international, qui n'attend pas le retour des touristes avant l'été 2021. Donc, c'est dire que cette crise, on est parti quand même pour quelques temps. Et je pense que vous le voyez tous aussi au niveau des grands congrès internationaux qui sont organisés. Ces grands congrès, dans un premier temps, ils ont tous été déplacés du printemps à l'automne. Petit à petit, ils sont annulés ou bien ils sont digitalisés. Je vous donne un exemple. J'ai trouvé ça ce matin en me baladant sur mon compte LinkedIn de ce congrès-là qui est annoncé pour juin en mode digital. Et je pense que c'est une annonce parmi des douzaines, parmi des centaines de congrès qui sont en train de réinventer leur concept. Un dernier exemple, Bill Gates qui dit qu'on ne reviendra pas à la normale avant 1 à 2 ans. On peut lui donner le privilège d'avoir annoncé cette crise il y a 2 ans de ça. Donc, je pense qu'une des conséquences importantes, c'est qu'on va tous, en sortant de cette crise, se poser de nouvelles questions. Une des premières questions qu'on va se poser, c'est est-ce que je suis prêt à remonter dans un avion? Est-ce que le meeting que je prévois en Allemagne, aux États-Unis ou à l'autre bout de la France, est-ce que j'ai vraiment besoin de monter dans un avion et de partager mes miasmes ou de récupérer ceux des autres pour ce meeting? Même chose pour les grands stades de foot. Et puis, je vous en parlais, évidemment, les immenses congrès médicaux qui voient leur business model complètement chamboulé, chahuté. Et donc, c'est ce que j'appelle un petit peu le retour de l'agoraphobie. On va se poser des questions à l'avenir et tous les professionnels de santé vont se poser ces questions-là également, de savoir si est-ce que ça vaut vraiment la peine tous ces grands déplacements présentiels. Vous l'avez peut-être vécu au sein de vos laboratoires. Moi, je me souviens de ces immenses sauteries annuelles qui étaient organisées en début d'année où toute l'équipe commerciale, les 2000 commerciaux du labo étaient invités dans une grande capitale européenne pour faire un lancement. Toutes ces grandes sauteries annuelles ont été déjà annulées. Bon, après, est-ce que c'était vraiment raisonnable? Je pense que c'est une autre question et c'est un autre débat. Alors, les effets immédiats du Covid, les médecins le voient tout de suite. Il y a plein de chiffres qui passent. 74% d'opérations de l'appendicite en moins. La moitié de visites chez le médecin généraliste au mois d'avril. Il y a 15 000 personnes qui ne sont plus suivies en psychiatrie. Baisse de 60% des consultations chez les spécialistes. Ça, ce sont des chiffres français du mois d'avril 2020. Même chose, je cite une interview du docteur Fabien Réal dans Le Figaro, qui voyait auparavant 40 femmes par jour dans le cadre du cancer du sein. Récemment, c'est plutôt une dizaine, donc seulement un quart de ces patientes. Et la conséquence de tout ça, c'est que les professionnels de santé vont être complètement submergés à la rentrée à partir de septembre par tous ces malades qui ne sont pas venus, tous ces malades qui souffrent de maladies chroniques, de maladies dégénératives, de douleurs chroniques,
toutes les opérations chirurgicales qui n'ont pas eu lieu et qui vont devoir se passer à partir de septembre. Et donc, in fine, en fait, les professionnels de santé vont avoir de moins en moins de temps pour les activités annexes, que ce soit de la recherche clinique, des grandes conférences médicales, mais aussi, évidemment, les rendez-vous avec les industriels, que ce soit en consultation ou bien dans les blocs opératoires. Et c'est pour ça que je pense qu'on se pose tous aujourd'hui la même question, c'est, voilà, dans ce nouveau cadre, dans cet nouvel environnement, comment est-ce qu'on va garder la porte de la communication ouverte avec les professionnels de santé? Alors, avant de rentrer dans cette partie-là, je vous propose un mini-sondage. Alors, c'est très simple, hein, je vais envoyer le sondage, il suffit de voter pour avoir votre avis sur le retour à la normale de votre activité. Hein, donc, le sondage a dû s'afficher et vous pouvez directement voter en ligne. Donc, vous avez 4 réponses possibles. Un retour à l'automne 2020, activité normale, l'activité économique, à l'hiver 2021, au printemps 2021 ou encore plus tard. Donc, vous êtes déjà 60% à avoir voté. J'ai votre résultat en ligne qui s'affiche. Je couperai le sondage dès qu'on a atteint les 80%. Hein, vous êtes 200 en ligne aujourd'hui. Et donc, je mets fin au vote. En gros, vous êtes un tiers à penser qu'on va repartir vers une activité normale à l'automne 2020, 30% à l'hiver 2021, 30% au printemps 2021 et 6% encore plus tard. Merci à tous d'avoir participé à ce résultat. Voilà, vous pouvez voir le résultat du sondage directement en ligne. Alors, je vous propose désormais de rentrer dans le vif du sujet, la raison de votre présence à ce webinaire. J'essaie de fermer mon… Voilà. Donc, dans ce contexte, comment garder le contact avec les professionnels de santé dans ce que j'appelle ce New Deal, hein. Et un bémol, nota bene, tout en restant dans le cadre réglementaire. Hein, avec l'équipe d'Invivox et avec Patchy, comme je vous disais, ça fait 20 ans qu'on baigne dans le monde de la santé. Donc, on sait à quel point le cadre réglementaire est fondamental dans toutes les actions qu'on va mener. Et vous allez voir à travers les exemples que tout ce qu'on fait s'inscrit en direct avec cette compliance ou ce cadre réglementaire. Donc, première chose, il y a quelque chose en revanche qui ne va pas changer, et ça c'est sûr, c'est le besoin de formation, le besoin d'information des professionnels de santé, le besoin de continuer à organiser des tables rondes, des EPU, et ce qui va changer, c'est la manière de répondre à ce besoin. Hein. Tout ça est à réinventer à partir d'aujourd'hui ou de l'automne 2020. Avant toute chose, avant de se lancer dans une stratégie, je pense qu'il est toujours fondamental de commencer par se poser les bonnes questions. Hein. Donc, la stratégie de communication vers ces professionnels de santé, c'est la première des bonnes questions, c'est quels sont les nouveaux besoins de mes clients? Ensuite, quelles sont les contraintes de mes clients? Je pense qu'on vient d'en énoncer quelques-unes. Troisième question, où sont mes clients? C'est-à-dire que dans le monde pré-covidien, on savait où étaient nos clients, physiquement. Hein, ils étaient localisés dans un bloc opératoire, ils étaient localisés à une adresse. En consultation, on savait comment aller leur parler. Aujourd'hui, ces clients qui n'ont plus de temps à nous consacrer, il va falloir comprendre où est-ce qu'ils sont virtuellement, à quel moment. À quel moment sont-ils disponibles? Puisque toute la journée, ils seront occupés, submergés, à quel moment seront-ils disponibles et donc sur quel support? Et évidemment, quel est le contenu le plus adapté pour capter leur attention, pour titiller éventuellement leur curiosité? Donc, les questions immédiates qu'on se pose, on se dit, voilà, pour communiquer avec les professionnels de santé, la première des choses, c'est les emails. Est-ce qu'ils vont continuer à répondre à leurs emails? Est-ce que je lance une newsletter? Est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux? Des groupes WhatsApp, des webinaires, une chaîne YouTube? La panoplie est extrêmement large.
Avant de répondre à certaines de ces questions, quelques données en vrac quand même. 380 emails, c'est le nombre d'emails reçus en moyenne par un professionnel de santé en Europe, dont 360 qui ne sont pas sollicités. Ce sont les adresses email que les professionnels de santé ont laissées en s'inscrivant à un congrès, à une newsletter, etc. Donc seulement une vingtaine d'emails sont véritablement utiles. Une donnée importante également sont le nombre de visites nécessaires sur un site avant de passer à une décision d'achat. Les professionnels de santé ne se décident pas du premier coup. Ils découvrent une offre, ils découvrent, par exemple dans le cadre d'Invivox, ils découvrent une offre de formation, mais rares sont ceux qui vont se décider on the spot, comme on dit. Le taux d'ouverture d'une newsletter, je pense qu'il varie extrêmement, mais c'est souvent très, très décevant, le taux d'ouverture d'une newsletter. On peut utiliser des applis. C'est un petit peu un outil d'un autre siècle ou d'une autre décennie en tout cas. Un exemple sur le nombre d'applis disponibles dans le diabète. 4500 applis sont aujourd'hui disponibles et très, très peu sont utilisées. Quasiment tous les responsables de produits, les chefs de produits ont lancé leur propre appli. Et puis, un prix pour vous donner, le prix, c'est le 850 $, c'est le prix d'un profil LinkedIn. Pour vous donner à quel point un profil sur LinkedIn est valorisé. Et c'est le prix valorisé par Microsoft quand Microsoft a racheté la société LinkedIn. Alors, comment, à ce stade, comment gérer cette relation à distance? Pour ceux qui ont eu des relations amoureuses à distance, vous savez que c'est toujours extrêmement compliqué et qu'il y a plein de manières de bien gérer, de continuer à entretenir la flamme. Alors, la première des choses, c'est qu'il existe plein de solutions distancielles pour former et informer les médecins. Vous en avez tous entendu parler, ça peut être du e-learning, ça peut être du vidéo learning, il y a des visioconférences, vous les voyez tous passer. Il y a également la maîtrise des réseaux sociaux dans leur globalité, on va y arriver. On a également besoin d'aller chercher des profils en interne qui sont capables de maîtriser justement tous ces nouveaux outils du digital. Et évidemment, j'en ai parlé au tout début et c'est fondamental, c'est la stratégie qui va être adaptée à ce nouveau deal, à ces nouveaux comportements. Donc les questions qu'on a récupérées, nous, depuis le début de cette crise chez Invivox et que je partage, c'est est-ce qu'on peut faire une table ronde ou une éducation post-universitaire à travers Zoom, Webex ou n'importe quel autre outil de visioconférence? Est-ce qu'on peut former sur un nouveau dispositif médical à distance? Est-ce qu'on peut demander à un expert, par exemple, de présenter une étude clinique en mode webinaire? Est-ce qu'on peut transformer un événement in situ en événement online? Et une dernière question qu'on nous a posée encore récemment, est-ce qu'on peut proposer des cas cliniques interactifs à nos clients? Ça, c'est des questions qu'on a récupérées là, au cours des 2-3 derniers mois. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible. Oui, tout cela est possible et tout cela est possible de manière efficace. Et je vais essayer de vous démontrer à travers des cas pratiques comment c'est possible. Alors, premièrement, je vous parlais des outils. Le premier des outils qu'on se pose, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et notamment, la première question à se poser, c'est où sont les DOL? Alors, Kesako, un DOL, dans la langue de Molière et de Cyril Hanouna. Alors, un DOL, c'est un Digital Opinion Leader. Très, très différent d'un KOL. Pendant des années, dans les labos, on a toujours cherché les Key Opinion Leaders, les porte-voix des labos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle approche, il est fondamental d'aller chercher les Digital Opinion Leaders qui sont potentiellement différents des Key Opinion Leaders. Ces DOL, ce sont des gens qui ont un impact à travers notamment le digital et les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, vous les connaissez tous. Ce que je veux apporter ici peut-être comme input, c'est que les réseaux sociaux diffèrent d'un groupe de médecins à l'autre, d'un groupe d'utilisateurs à l'autre. Facebook, on va trouver énormément d'infirmiers, d'infirmières, de dentistes, de chirurgiens plastiques, de professions libérales. En revanche, sur LinkedIn, on va trouver plutôt
les spécialistes. Sur Twitter, on va s'adresser aux journalistes, aux sociétés savantes, et pour une raison assez incongrue et toujours incomprise, on va aussi, les urologues sont sur Twitter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent en urologie, mais les urologues sont sur Twitter. Les réseaux sociaux sont aussi WhatsApp, ça fait partie des grands réseaux généralistes. Bien utilisé, WhatsApp permet de créer une communauté, et on reviendra à la notion de communauté, permet de créer une communauté ultra efficace. Instagram, de plus en plus, est en train de prendre le relais sur Facebook dans certaines catégories. Donc, il faut chercher, en fait, la première clé, c'est de chercher où sont les Digital Opinion Leaders et est-ce que mes KOL sont des DOL. Alors, pour repérer un Digital Opinion Leader, il y a plusieurs, petits trucs à vérifier. Et cette présentation vous sera envoyée par la suite, donc vous pourrez avoir le détail des différents trucs et astuces, tips and tricks pour repérer tout cela. Il y a les réseaux généralistes, mais il faut aussi se poser la question sur les réseaux spécialisés. Il existe tout plein de réseaux sur lesquels les médecins se baladent ou les professionnels de santé se baladent. Voilà un exemple avec 360 Medix qui propose tout un service pour les professionnels de santé et qui est assez utilisé. Donc, il faut se poser la question, où sont mes médecins? Où sont les professionnels de santé? Sur quel réseau est-ce que je vais pouvoir les démarcher ou en tout cas déclencher leur curiosité? Alors, j'aimerais bien m'arrêter une demi-minute sur LinkedIn, qui est un réseau en plein boom et qui est un réseau qui souvent est assez incompris ou très mal utilisé. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est 660 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et surtout, ce sont des utilisateurs qui sont ultra diplômés et qui sont dans la tranche d'âge des décideurs, les 37% des décideurs. Et une dernière chose, LinkedIn, c'est un réseau global. Nous, on l'utilise depuis le tout début chez Invivox parce que chez Invivox, donc on propose des formations. Pendant longtemps, on a proposé au départ des formations présentielles. Et quand on voulait faire connaître une formation présentielle qui se déroulait, par exemple, au CHU de Rouen, mais qui était destinée à un public international, eh bien, LinkedIn nous a permis justement d'aller atteindre de manière extrêmement sophistiquée et précise les cardiologues interventionnels, tous les cardiologues interventionnels qui sont présents sur LinkedIn et leur faire connaître l'opportunité de venir se former à Rouen. J'y reviendrai pendant le premier cas, pas le premier cas clinique, mais le premier cas pratique. Alors voilà le premier cas pratique. Vous connaissez peut-être le professeur Alain Cribier, qui est un cardiologue interventionnel, qui est l'inventeur du TAVI. Le TAVI, c'est un procédé qui permet de remplacer la valve aortique, qui a contribué à sauver plus de 500 000 patients en quelques années, dont Mick Jagger récemment. Avec le professeur Cribier, qui propose des formations sur Invivox, quand on a commencé à travailler avec lui, on a regardé combien il avait de contacts sur son compte LinkedIn. Et en 2018, il avait 230 contacts, ce qui est à peu près une moyenne chez les médecins. Beaucoup de médecins créent des comptes LinkedIn sans trop éventuellement comprendre à quoi ça peut servir. Nous, ce qu'on lui a proposé, c'est de faire grandir, grâce aux différents outils qu'on a mis en place chez Invivox, de faire grandir ce réseau et de passer aujourd'hui à plus de 27 000 contacts, qui sont tous des cardiologues interventionnels qui étaient déjà présents sur LinkedIn et qui ont reçu une invitation du professeur Cribier à rejoindre le réseau. Le taux d'acceptation a été hyper élevé, évidemment, puisque c'est un professionnel qui propose à un autre professionnel, le même spécialiste, de rejoindre son réseau. Et donc, ça a permis de créer un réseau mondial pour Alain Cribier. L'intérêt de tout ça, puisque finalement, le but du jeu, ce n'est pas simplement d'avoir 27 000 contacts, mais l'intérêt, donc là, je vous montre, vous voyez, ce n'est pas 27 000, mais c'est 26 941 contacts qui sont tous des cardiologues interventionnels répartis dans le monde. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, quand le professeur Cribier propose une nouvelle formation, par exemple, cette formation, elle est mise en ligne sur LinkedIn et elle est envoyée aux 27 000 contacts d'Alain Cribier. Et là, comme vous pouvez voir le résultat, c'est que les 27 000 contacts ont reçu et 742 personnes ont manifesté leur intérêt pour cette formation. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils se sont inscrits à une formation, mais nous, on a les outils chez Invivox pour pouvoir justement ensuite aller relancer
ces 742 personnes en leur envoyant une information qui va continuer de titiller leur curiosité pour les emmener, in fine, à venir convertir leur acte d'achat d'une formation, parce que c'est une formation qui est payante et qui est proposée à 1 800 €. Et à chaque fois, en fait, les formations se remplissent de cette manière-là. Donc, ça permet en fait d'avoir transformé Alain Cribier, qui était un Key Opinion Leader reconnu à travers le monde, en un Digital Opinion Leader qui aujourd'hui a une voix mondiale à travers le réseau social LinkedIn, qui est un réseau de professionnels. Donc, voilà un premier exemple. Deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est le cas du docteur Adrien Rosé, qui est un anesthésiste réanimateur à Bordeaux. Il y a un mois de ça, on a été contacté par un industriel du dispositif médical pour organiser un webinaire sur la prise en charge des patients, sur la prise en charge de la ventilation pour des patients hors de la salle de réanimation. L'objectif, c'était évidemment de faire connaître au plus grand nombre cette formation. Donc, ce webinaire, il a été mis en ligne sur la plateforme InVivox le 9 avril dernier. Et une semaine plus tard, on avait 380 inscrits. Alors, comment est-ce qu'on est parvenu en une semaine à faire connaître cette formation? C'est uniquement à travers du digital. Et on s'est basé justement sur la technique de la communication en peer-to-peer, en faisant connaître cette formation au contact du professeur, du docteur Adrien Rosé. Il y a eu tellement de demandes qu'on a dû ajouter une date la semaine suivante auquel se sont inscrits 220 nouveaux participants. Alors, comment on a fonctionné? Quelle a été la stratégie mise en place? D'abord, on est parti d'un post. Alors, un post, c'est une publication sur LinkedIn. On a fait un post avec une jolie photo qui annonçait justement la tenue de ce webinaire. Ce post a été partagé par l'équipe InVivox sur les différents réseaux d'InVivox. Ça a été aussi repris par les 50 commerciaux de l'industriel du dispositif médical, ces 50 commerciaux ayant tous dans leur réseau LinkedIn tout plein d'anesthésistes réanimateurs, puisque c'est leur terrain de chasse. Et ça a été également, on a également travaillé avec une société savante pour obtenir le partage d'une société savante. Donc, en fait, c'est cette conjonction qui a permis justement de faire connaître ce webinaire et de le remplir. Alors, c'est ça, plus évidemment de très nombreux outils. Le premier outil qu'on a utilisé, c'est un outil de retargeting. Le retargeting, vous êtes sûrement tous familiers avec, mais c'est la science du reciblage. Quand vous achetez un billet d'avion sur Air France, quelques jours plus tard, on vous propose une chambre d'hôtel à New York si vous avez pris un Paris-New York. Ou si vous êtes venu sur le site d'Air France, mais que vous n'avez pas acheté le billet, vous allez le retrouver quelques jours plus tard en vous baladant sur Le Monde ou Le Figaro, cette offre pour ce billet d'avion. Donc, c'est toute cette science en fait, qui permet de rafraîchir la mémoire des personnes qui se sont intéressées à un sujet et de les faire revenir sur un site. Évidemment, on utilise aussi d'autres choses comme des landing pages pour multiplier les possibilités de s'enregistrer. On a également travaillé énormément sur l'expérience utilisateur. Tout le monde parle de cette fameuse UX. Vous avez sûrement entendu la phrase UX is king. Et pour illustrer UX is king, j'aime bien cette petite diapositive où on voit généralement comment on design les choses et finalement quel est le chemin utilisé par les utilisateurs. Donc nous, on travaille énormément sur cette notion du UX pour que ce soit le plus simple possible pour les utilisateurs de s'enregistrer à un webinaire. On a également travaillé sur le SIA. Le SIA, c'est la science des mots-clés pour s'assurer que quand quelqu'un tapait ventilation Covid, que immédiatement, à part sur Google, il trouve la formation, le webinaire proposé par le docteur Rosé. On travaille également sur des techniques de scoring. Le scoring, toujours dans la belle langue de Molière, c'est la capacité justement à comprendre l'activité d'une personne sur le site. Et plus il s'intéresse à la formation, c'est basé sur le temps, sur les clics, sur les pages qu'il va consulter, plus on comprend si cette personne est intéressée ou pas. Et en fonction de ça, on va mettre des techniques en place pour le recibler.
Et évidemment, c'est aussi, dans les outils, c'est la gestion technique d'un webinaire, ce sont les paramètres, c'est la préparation du webinaire, la préparation des intervenants, etc. Donc tout ça, en fait, hein, ça a permis de créer ce webinaire. Là, vous voyez un exemple, une photo d'écran d'Adrien Rosé avec les 300 personnes. Et ce webinaire est évidemment suivi derrière d'un formulaire d'évaluation qui permet tout de suite de savoir comment c'est passé et qui permet aussi de rassurer les personnes qui vont vouloir, dans le futur, aller se former avec Adrien Rosé dans le futur. On fournit aussi, hein, et c'est fondamental dans le numérique, c'est la notion de données. Hein, nous, tout ce qu'on fait chez InVivox, on est des méga excités du tracking. Hein, et si on ne traque pas, ça ne sert à rien parce qu'en fait, on ne comprend pas. Donc, si vous êtes amené à discuter avec votre département chez vous, commencez à poser la question sur est-ce que tout ce qu'on fait est bien traqué? D'où viennent nos utilisateurs? Est-ce qu'ils viennent de Google? Est-ce qu'ils viennent de nos campagnes Facebook? Est-ce qu'ils viennent d'autres choses? C'est fondamental pour ensuite affiner une stratégie digitale. Donc, l'intérêt de cette approche numérique sur ce cas précis, hein, c'est que l'expert a été mis en valeur, hein, il est respecté dans son domaine, l'information a été diffusée au plus grand nombre à travers cet effet boule de neige qui a été créé avec les différentes actions qu'on a mis en place. L'industriel a mis son image en avant sans pour autant se compromettre, hein, puisque c'était une formation qui était organisée dans le cadre de la ventilation et non pas d'un dispositif médical. Et également, hein, comme je vous disais, je vous parlais de la gestion de la data, c'est-à-dire que l'industriel a récupéré, in fine, en toute compliance avec le RGPD, l'industriel a récupéré les noms, les prénoms, les spécialités, les emails des 600 personnes qui se sont inscrites sur les 2 différents webinaires. Et donc, avec ces 600 personnes, en fait, ce sont de nouveaux leads, ce sont un nouveau marché qui s'ouvre, et ça va être des personnes qui vont être redispatchées au sein des 50 commerciaux pour que les commerciaux puissent ensuite les redémarcher parce qu'ils savent qu'ils sont tous suivis cette formation. J'enchaîne sur un 3e business case et ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez l'occasion de revenir à travers vos questions si je vais trop vite sur certains points. 3e business case, c'est un cas intéressant. Un industriel nous souhaitait sensibiliser les cardiologues de ville à une nouvelle approche chirurgicale, sachant que ces cardiologues de ville n'étaient pas visités par l'équipe commerciale. Donc, ce qu'on a fait, on a procédé assez méthodologiquement, hein, c'est la base d'une stratégie et d'une bonne stratégie numérique. D'abord, on a travaillé sur le choix de 10 experts qui étaient potentiellement aussi des Digital Opinion Leaders. Ce sont 10 experts qui ont été fournis donc, par le laboratoire dans différentes régions de France. Ensuite, on a demandé à chaque expert de sélectionner un cas clinique intéressant. C'est-à-dire pas un cas clinique banal, mais un cas clinique éventuellement complexe. Avec notre science, avec les outils qu'on a développés au sein d'InVivox, on a boosté le compte de l'expert. C'est-à-dire qu'on l'a petit à petit, on l'a amené vers une dolisation de son compte. On a également fait quelque chose, c'est qu'on a transformé les cas cliniques, qui sont souvent, vous les connaissez, ces cas cliniques, ce sont souvent des PowerPoint qui sont assez statiques, on va dire. On a utilisé différents outils pour transformer ça en des cas cliniques interactifs. Et ensuite, on a commencé à faire de la diffusion des cas par les réseaux sociaux des experts, et on a diffusé ces cas une fois par mois. Derrière, évidemment, on a tout traqué. Et l'idée, c'est que c'est toujours la même chose, hein, et je pense que vous comprenez mon propos, j'espère que c'est clair, c'est qu'on passe par les experts pour faire passer un message vers leurs confrères. Et il n'y a rien de plus efficace qu'un expert qui parle à ses confrères. Donc là, comme dans ce cas précis. J'arrive aux premières conclusions. Donc les 4 enseignements qu'on peut tirer de l'avantage d'une approche digitale. Le premier enseignement, c'est que la base, c'est de cibler précisément une audience, de catégoriser l'audience et ensuite de se dire que voilà, comment est-ce que je vais m'y prendre
pour cibler cette audience. Où est cette audience? À quel moment est-elle disponible? Et quel est le contenu que je vais lui envoyer pour attirer sa curiosité? Hein, et donc, le contenu est fondamental. Le contenu envoyé au bon moment et sur le bon réseau. Est-ce que ça va être une étude clinique ou alors juste le best-of de l'étude clinique? Est-ce que ça va être une vidéo en replay? Est-ce que ça va être une infographie? Est-ce que ça va être une photo? Est-ce que ça va être peu importe? Mais la question du contenu est fondamentale parce que c'est ce qui va déclencher l'acte d'ouverture, l'acte de lecture d'un client. Ce qui est également fondamental, c'est l'analyse du ROI, du retour sur investissement, de toutes les actions menées, et c'est la beauté du numérique. Le numérique vous permet d'avoir un retour sur investissement d'une précision diabolique, parce qu'on sait exactement combien on a dépensé, et on peut savoir qu'on se dire, voilà, on a dépensé 1 200 € sur une campagne Facebook, par exemple, pour aller adresser le marché des infirmières, et derrière, parce qu'on traque tout, on va être capable de dire que cette campagne a généré 700 visites sur un site et sur les 700 visites, on va pouvoir rentrer dans la granularité, de savoir les personnes qui ont cliqué sur un lien pour ouvrir un document, celles qui se sont inscrites à un symposium satellite, etc. Donc en fait, ce qui est absolument fantastique, quand on aime les chiffres, et j'aime dire que les chiffres sont têtus, c'est que le marketing digital, cette approche digitale permet de tout mesurer. Et quand on est un petit peu des contrôles fric, c'est une bonne nouvelle. Et également, petit à petit, en fait, à travers cette approche, on transforme des lignes en des êtres vivants qui communiquent entre eux. Hein, et l'idée de communauté, on se pose tous la question, tout le monde nous dit il faut créer des communautés. Oui, mais comment? Hein, et c'est tout l'objet de cette approche digitale. Les principaux bénéfices, c'est évidemment, puisque c'est quand même l'objectif principal qu'on a tous en tête, c'est l'amélioration du cycle de vente, c'est-à-dire une efficacité plus étendue, notamment à travers un reach. Donc le reach, c'est la capacité d'aller toucher des médecins qu'on ne toucherait pas, parce qu'on ne les visite pas, parce qu'on ne les visite plus, parce que la force de vente a été réduite, parce qu'il y a des médecins qu'on n'a pas le temps d'aller voir. Et bien là, grâce au marketing digital, on peut justement aller toucher toutes ces personnes-là. Le deuxième chose, j'y reviens, je viens de le dire, mais je n'ai pas peur de me répéter. J'ai 3 enfants, donc je n'ai pas peur de me répéter. C'est le tracking de toutes nos actions. Le tracking, c'est fondamental. Vous l'avez bien compris, c'était mon point précédent. Et évidemment, le marketing digital doit être au service du présentiel. C'est l'occasion de réaliser des meetings en tête-à-tête, parce que le présentiel n'est pas mort, des meetings en tête-à-tête mieux ciblés, parce qu'on aura déjà caractérisé les personnes, parce qu'on saura, quand on va réaliser un rendez-vous, quand on fait 200 km pour aller rencontrer un médecin, quand on, entre guillemets, on prend une demi-journée, ben là, on ne perd pas une demi-journée, on prend une demi-journée parce qu'on sait que ce médecin, il a participé à un webinaire, il a ouvert un document, il a lu une étude clinique, etc. Donc, on a tout de suite, on sait son niveau d'intérêt. Et évidemment, ça participe à la rentabilité de la démarche digitale, c'est le gain en efficacité. J'y reviens, c'est toujours l'impact du rendez-vous en tête-à-tête qui va faire la différence finale. Je prends l'exemple d'un congrès. J'ai toujours été complètement effaré, moi, quand j'ai travaillé dans l'industrie, par les congrès et les sommes astronomiques qui étaient dépensées dans un congrès. Vous connaissez tous le prix de location d'un congrès, le prix de la construction des stands qui ressemblent à des soucoupes volantes aujourd'hui, le prix des personnes sur place. Déplacer 30 personnes d'un labo pendant 5 jours sur un congrès, ça, c'est complètement fou. Et évidemment aussi la gestion réglementaire des congrès. Moi, j'étais à un congrès récemment aux États-Unis où j'ai vu la personne derrière le stand demander aux médecins de quel état ils étaient. Et en fonction de l'état, ils pouvaient donner ou pas un stylo. On parle d'un stylo. Le côté réglementaire est complètement dingue.
Et surtout, quand on aime calculer son retour sur investissement, je ne sais pas si vous êtes capable, vous, de calculer le retour sur investissement d'un congrès. Moi, j'ai toujours été complètement incapable, alors qu'il existe des méthodes pour être hyper efficace de manière digitale, pour faire passer une information à tous les membres d'un congrès en utilisant les outils de géolocalisation de Facebook, etc., pour être beaucoup plus efficace. Et là, cette notion d'efficacité, en fait, elle revient en permanence dans l'approche digitale, hein, et on gagne en efficacité. En guise de conclusion, c'est toujours difficile de conclure sur un sujet comme ça, donc c'est une conclusion possible, mais vous l'avez compris, un des axes majeurs, une des stratégies majeures qu'on a mis en place, en tout cas chez Invivox, c'est de transformer des Key Opinion Leaders en Digital Opinion Leaders. Et un Digital Opinion Leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une portée internationale. Ça peut être recréer une communauté au niveau d'une région, au niveau national, au niveau d'une spécialité, au niveau d'une société savante. Mais l'important finalement, c'est que la voix porte et que la voix porte beaucoup plus à travers l'effet réseau, l'effet boule de neige, hein, qu'offrent aujourd'hui tous les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour moi, hein, la base d'une stratégie digitale qui permet justement d'assurer la communication avec nos professionnels de santé dans l'ère post-covidienne, c'est de faire parler, d'aider nos key opinion leaders, d'aider à les transformer en digital opinion leaders, ou bien de repérer les digital opinion leaders pour faire passer nos messages dans une communauté. Et un dernier point, c'est que vous l'avez remarqué, vous en êtes, j'imagine, tous persuadés, hein, mais que cette nouvelle ère post-covidienne, elle a déjà démarré. On est en plein dedans. On est tous en train de se poser les mêmes questions. L'enjeu pour nous tous, c'est l'adaptation de notre stratégie, hein. Et je pense que l'histoire de l'humanité l'a montré, que ce soit au niveau des espèces, des hommes ou de la nature, hein. Seuls ceux qui sont capables de répondre à ce nouveau défi en s'adaptant vont survivre. Et mon point également, c'est de dire que la relation en tête-à-tête n'est pas morte. Bien au contraire. L'objectif, c'est que l'approche digitale soit au service de cette relation en tête-à-tête. Le numérique ne remplacera jamais l'homme. Ce sont les hommes qui font le business et pas les outils, etc. Mais en revanche, elle permet de prendre le relais actuellement pour faciliter cette communication avec les professionnels de santé. J'aimerais terminer ce topo sur une question et éventuellement en discuter avec vous. C'est vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau personnel, au niveau de votre département, au niveau de votre BU, au niveau de votre société, hein, pour justement anticiper l'avènement de cette nouvelle ère et pour justement mieux communiquer avec vos clients à partir de septembre prochain. Voilà l'essentiel de mon propos. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Pour ceux qui le souhaitent, je vous ai mis le lien vers mon calendrier. Vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon email. J'ai pu survoler certains sujets, mais l'objectif, c'était de faire une présentation globale. Je suis ravi ensuite de prendre le temps pour discuter avec ceux qui le veulent, hein, de votre problématique et de éventuellement comment est-ce qu'on pourrait participer, nous, de notre côté, à répondre à certains de vos besoins. Donc, on a Patchy, que vous voyez maintenant en médaillon, hein, qui a récupéré certaines questions et qui va y répondre avec moi. On va répondre tous les deux à vos questions. En fonction de, on a chacun nos terrains sur lesquels on est les plus à l'aise et on répondra aux différentes questions à tour de rôle. Merci Julien. Tu peux boire un verre pour te réhydrater. Verre de Ricard. Ça. On va démarrer. Alors, il y a eu beaucoup de questions. La première qui est apparue très rapidement, elle est liée à ta conclusion, s'adapter pour survivre. Alors, est-ce que pour toi, le distanciel va prendre le pas sur le présentiel? Tu as donné un avant-goût de ta pensée, mais peut-être que tu pourrais préciser un petit peu. Alors, ouais, merci de cette question. C'est vraiment, je pense, la question qu'on se pose tous. Je pense que il n'y aura jamais rien qui remplacera la qualité
des formations présentielles. Hein. En revanche, dans la période qui s'annonce, et cette période, combien de temps elle va durer, on vous a sondé, on ne sait pas vraiment, mais elle va durer entre 6 mois et 18 mois, peut-être plus. Le distanciel va nous permettre de faire des choses, de continuer à garder la communication ouverte avec nos clients et éventuellement d'aller en chercher d'autres. Et c'est là où c'est intéressant, je pense, cette approche distancielle, c'est qu'on va faire des choses qu'on ne soupçonnait pas, qu'on va découvrir grâce au distanciel. Donc, ma réponse, c'est non, ça ne prendra pas le pas. Les deux doivent continuer à coexister et finalement à être au service l'une de l'autre. Ok, moi je rajouterai un point malgré tout, je vais dans ton sens bien sûr, mais on a remarqué, tu as commencé ta présentation par ça sur le changement des usages, hein, l'avènement de la téléconsultation. On travaille avec beaucoup de chirurgiens qui se disent qu'ils ne feront plus déplacer leurs patients pour du post-op, en tout cas si l'opération s'est bien passée. Beaucoup de choses vont malgré tout se passer de manière distancielle parce que le distanciel facilite la vie, parce que le distanciel coûte moins cher. Donc, comme disait Julien, les deux vont coexister, mais il va falloir s'adapter à une augmentation de la part du distanciel, puisqu'aujourd'hui, et nous on le voit déjà chez Invivox, on organise des tables rondes, on prépare les premiers lives dans les blocs opératoires, puisqu'on sait très bien, et je réponds à cette question en même temps, irons-nous dans les blocs opératoires rapidement? On n'en sait rien, mais les blocs opératoires se préparent à donner accès sans que personne rentre dans le bloc opératoire. Donc, il va falloir quand même se préparer à tout ça parce que la tendance est quand même à une vraie cohabitation entre le présentiel et le distanciel. Absolument. Absolument. Et le distanciel permet de faire des choses, moi, que je trouve extrêmement utiles. Et je vais lancer le deuxième sondage tout de suite. Donc, j'ouvre le vote, puisque vous êtes toujours 200 en ligne, hein, pour avoir tout de suite votre retour sur cette présentation. Est-ce qu'elle vous a été, est-ce qu'elle a répondu à vos attentes? Donc, la première réponse, c'est possible, oui, au-delà de mes attentes. La deuxième réponse, oui, complètement. Troisièmement, partiellement. Et là, il y a aussi la réponse possible, non. Et je pense que c'est tout l'intérêt aussi du numérique, quand on organise des choses, c'est d'avoir un retour immédiat qu'on ne pourrait pas avoir à travers d'autres approches. Hein, donc, je vous laisse continuer de voter. Hein, vous êtes 60% à avoir déjà voté. Et je vois beaucoup de oui complètement, mais aussi beaucoup de oui partiellement qui s'affichent. Hein, j'en suis complètement conscient. C'est-à-dire que c'est impossible en 45 minutes de répondre à un sujet aussi vaste. Et ce que je vous disais au départ, c'est qu'on a essayé d'amener non pas la vérité ou la solution, mais des solutions possibles, hein, des exemples de solutions qu'on a mis en place nous concrètement au sein d'Invivox pour répondre à certains besoins et qu'on vous souhaitait partager avec vous. Du coup, on va rentrer peut-être dans des cas plus concrets parce que je pense que… Attends, hop, je sors ça de mon écran. Il y a eu pas mal de questions sur les business cases que tu as présentés. On va commencer par Alain Cribier. Dans le business case, avez-vous formé Alain Cribier à l'utilisation de LinkedIn ou gérez-vous son compte directement? Alors, excellente question. Alors, nous ne gérons pas les comptes en direct, hein, puisque on propose, on aide justement les experts, on suggère énormément de choses et on met en place des outils, hein, qu'on a développés ou qu'on est allé chercher sur le web pour justement faire grandir un réseau. Et on a comme ça, au sein d'Invivox, la plupart des personnes qui proposent des formations, et on a des milliers de formations disponibles, on a énormément d'experts qui ont vu leur compte passer d'une petite centaine de personnes à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Ça prend un petit peu de temps, c'est quelque chose qui s'organise. Et ensuite, on suggère à nos experts, hein, de poster, on suggère des contenus, et nos experts sont vraiment ultra contents, généralement, tout à coup, de gagner une aura internationale et puis d'accéder à des gens qu'ils ne voyaient plus, qu'ils ne connaissaient pas, et d'avoir un retour aussi, d'avoir un dialogue qui se met en place avec toutes ces personnes-là.
Donc, on ne gère pas en direct les comptes, on suggère. Dans la continuité, est-ce que nous avons des données sur le nombre de médecins par spécialité disposant d'un compte LinkedIn et du niveau d'activité sur le réseau? Oui, absolument. J'aime bien. Absolument. Nous, toutes ces données, on les a parce que ça fait 4 ans qu'on travaille avec LinkedIn tous les jours. Et alors, il y a entre 30 et 60% des médecins spécialistes qui ont un compte sur LinkedIn. Alors, il y a des spécialités où ils sont, par exemple, les cardiologues sont très, très présents sur LinkedIn. Après, il y a des spécialités sur lesquelles ils sont moins présents. Si vous, par exemple, vous prenez les psychiatres, ils vont être moins présents, mais ils vont être présents sur d'autres réseaux sociaux. Et tout ça, donc ça, c'est des informations, nous, qu'on a récupérées à force de passer une grande partie de notre vie sur ces réseaux sociaux. Et du coup, question, combien de temps en moyenne cela prend-il pour booster des comptes LinkedIn? Alors, il faut compter, nous, on est capable, à travers nos différents outils, on est capable de rajouter environ 1000 contacts par mois, qui sont des contacts ultra qualifiés. Hein. Si on travaille avec un pneumologue, on va aller chercher tous les pneumologues français, par exemple, si ce pneumologue propose des formations uniquement en français, ou tous les cardiologues francophones dans ce cas-là. Si le pneumologue propose des formations en espagnol, bah, à ce moment-là, on va aller chercher tous les pneumologues en Espagne, mais aussi à travers l'Amérique latine. Et en moyenne, on réussit à créer 1000 contacts additionnels par mois. On va changer de cas, on va parler du cas Medtronic et on a une question de notre ami Jérémy Coulot et elle est intéressante parce qu'on a fait le calcul. J'espère que tu as les chiffres en tête encore, moi je crois que je les ai. Quel est le budget total par personne ou par participant au webinaire pour une telle opération, pour l'opération avec Adrien Rosé? On a calculé quel était le coût pour… Alors, en fait, le coût, il était le coût par lead, hein, puisque c'est ça qui est intéressant finalement. Hein, il était aux alentours de 7 euros par lead. Donc voilà, vous faites le calcul, hein, il y avait 600 inscrits. J'en passe une parce que j'essaie de réunir les questions, mais je prends celle-là, comme ça me permet entre-temps d'essayer de synthétiser un petit peu. On parle que de nos succès, mais avez-vous eu des échecs en marketing digital? Alors, tout le temps. Et franchement, vous connaissez forcément la phrase de Churchill hein, qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que c'est le principe du digital, c'est soit on gagne, soit on apprend. Et quand ça ne fonctionne pas, en fait, ça nous permet tout de suite de se dire, bon, ben, ok, voilà, on a tenté d'aller chercher les psychiatres sur LinkedIn, ils n'y sont pas. On a dépensé 650 euros, ça nous a ramené 3 clients, donc on n'est pas sur le bon réseau. Et en fait, c'est le principe même du digital, c'est de tenter des choses. Et comme on traque tout, on est tout de suite capable de savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et parce que vous connaissez peut-être le principe de l'A/B testing, hein, c'est par exemple, vous faites venir des gens sur 2 pages différentes de manière aléatoire, et ensuite on regarde la page qui convertit le mieux. Et sur une page, on va créer une page avec un fond rouge et puis une autre avec un fond vert, et puis on va s'apercevoir que c'est le fond rouge qui convertit le mieux. Ben, tout ça, en fait, à chaque fois, on apprend quelque chose et on a des échecs qu'on en a en permanence, et c'est ce qui nous permet d'affiner nos campagnes. Et du coup, quel est le temps moyen de prise en main d'un dossier comme le business case qu'on vient d'évoquer, entre le moment où on fait l'analyse, on définit la strat et on met en place ce webinaire et on est capable d'avoir ces résultats-là? Alors, je pense que la première question, c'est quel est le degré de réactivité des départements réglementaires. Parce que nous, avec Patchy, avec toute l'équipe d'Invivox, on transpire tous la santé et donc on sait comment ça fonctionne. Et tout ce qu'on va réaliser, en fait, on le soumet généralement au département réglementaire de nos clients. Et il y a des départements réglementaires qui sont capables de prendre des décisions très rapidement, d'autres qui vont être un petit peu plus longs. Mais en moyenne, il faut se donner le temps de lancer une stratégie. Je vous ai présenté le cas du docteur Adrien Rosé. Vous avez vu en une semaine, dans un environnement particulier, le Covid, la ventilation, où tous les anesthésistes réanimateurs voulaient voir comment ça se passait, voulaient bénéficier de l'expertise du docteur Rosé. Les choses se sont faites très, très rapidement. Mais dans une situation plus normale, plus on a de temps en général
et plus la stratégie sera affinée, développée. On pourra faire monter des experts en nombre de contacts, on pourra lancer différents types d'études, de campagnes. Donc, il faut compter, on va dire, entre 1 mois et 6 mois en fonction de la complexité de ce qu'on veut faire. Une autre question liée à notre activité. Dans un mode post-covidien, est-ce que les opérations de conversion seront plus importantes que les opérations de branding, hein? On aura besoin de vendre, j'imagine, plus rapidement, c'est ça la question. Donc, des opérations purement axées sur la visibilité. Est-ce qu'on mène des opérations qui permettent de tracer le drive to business généré par l'intervention d'un KOL ou d'un DOL? Alors, la question, elle est pas simple parce que je vais y répondre, Julien, parce que je suis sur un dossier comme ça. En fait, ça dépend du niveau de collaboration. À partir du moment, nous, on est capable de traquer toute notre activité, hein, capable de savoir qui on a amené, qui est intéressé, qui a participé. À partir du moment où la personne s'est intéressée à ce contenu qu'on lui a apporté, tout ce qui va se passer après, si on ne l'a pas en main, pour nous, c'est difficile. Par contre, si on a une collaboration qui est très proche et qui a une transparence dans ce qui se passe après au niveau de l'entreprise avec qui on avance, on est capable de faire ce match, puisque finalement, ce n'est faire que matcher des datas. Donc, nous, on est capable, et c'est ce qu'on fait en général, de donner toute notre data à vous, à la personne qui pose cette question, en face, d'avoir la transparence, de nous donner l'impact de ces gens qu'on a ramenés, sachant qu'à partir du moment où on a ramené les gens vers l'événement, vers le contenu, hein, que ce soit une formation, une table ronde qui a un objectif bien spécifique, la conversion se fait à partir du moment où le contenu est de qualité, ce qui est proposé est de qualité, et ça, on ne le maîtrise pas. Donc, on a un gros impact sur amener des leads, extrêmement qualifiés. On a une capacité à travailler pour améliorer en permanence la qualité et la quantité des leads. Notre travail s'arrête là. Par contre, en collaboration, on est capable d'améliorer en permanence le contenu aussi, puisqu'on est capable comme le fait Julien actuellement, hein, de remonter quasiment en instantané de l'information sur la qualité du contenu. Patchi, je vois une question également au sujet des données des participants aux différents événements, nous, qu'on organise sur IndieVox. Donc, premièrement, nous, on s'est inscrit à 100% dans le RGPD et on a nommé au sein d'InviVox un DPO, hein, un Data Protection Officer, et on s'engage à respecter, on est en full compliance avec le RGPD et notamment au niveau des données des participants qui appartiennent au pourvoyeur de la formation, c'est-à-dire l'organisme. Ça peut être un CHU, ça peut être un organisme de formation, ça peut être un labo ou un industriel qui a organisé la formation, et toutes ces données, c'est-à-dire le nom, le prénom, la spécialité, toutes les informations qu'on demande à une personne qui s'inscrit, et aussi son email pour qu'on puisse lui envoyer le lien vers un webinaire, un formulaire d'évaluation. Tout ça, toutes ces données appartiennent également aux pourvoyeurs de la formation, et les personnes qui s'enregistrent chez nous ont bel et bien, dans nos conditions générales d'utilisation, validé tout ça. On a encore beaucoup de questions qui, à mon avis, on rentre dans des détails qui va être difficile de partager là. En plus, il est 17 h et le succès d'un webinaire, c'est de respecter les timings. On est complètement ouvert à répondre à toutes vos questions et le plus précisément possible. On ne va pas être en mesure de le faire maintenant, mais Julien a laissé ses coordonnées et avec plaisir, on répondra à toutes vos questions. Désolé de couper comme ça, mais je pense qu'on pourrait y passer encore longtemps. Mais je pense qu'on sera beaucoup plus efficace à le faire en one-on-one, comme dit Julien, en face à face, encore à travers des écrans, avec grand plaisir. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui est important pour toutes les personnes qui ont répondu partiellement. Je pense que c'est, moi je suis profondément nietzschéen, donc adepte de la contradiction. Je serais ravi n'hésitez pas à me contacter, et on prend 30 minutes pour comprendre pourquoi j'ai répondu partiellement, quelles étaient les questions que vous vous posiez.
pour que éventuellement, lors des prochaines sessions que je proposerai déjà pour améliorer en permanence, et puis éventuellement essayer de réfléchir ensemble à vos problématiques et voir si on peut amener quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, moi, on sera ravis au sein de l'équipe d'Indivox d'y réfléchir. Bon, et le mot de la fin, il y a Jérémy qui te dit, Julien, que c'était beaucoup plus intéressant que Édouard Philippe. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Et puis, tu peux envoyer un petit tweet à Édouard. Merci à tous. Merci à tous les participants. À très bientôt. Et n'hésitez pas, hein, j'ai laissé mes coordonnées vraiment exprès pour que vous puissiez me contacter, me challenger sur tout ce qu'on a raconté. À très bientôt.